Bienvenue, bonjour Béatrice Brugère. Bonjour, merci de votre invitation. Et merci de votre présence. Vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO et vous êtes l'auteur d'un livre remarqué au titre sans doute révélateur de la situation qui est la nôtre. La colère monte aux éditions de l'Observatoire. Il y a quelques semaines, Béatrice Brugère, nous parlions ici même de Philippe battu à mort à Grande-Synthe par des adolescents de 14 et de 15 ans. Depuis quelques jours, c'est Mathis, malheureusement, poignardé par un mineur du même âge qui fait tragiquement la une de l'actualité. Ces faits de société s'enchaînent aujourd'hui. Au-delà des statistiques et des chiffres, est-ce que déjà, du haut de votre expérience et de votre carrière, vous avez déjà connu, non pas tant dans la répétition des faits, plutôt que dans leur intensité, un tel enchaînement ? Alors oui, votre question elle est intéressante parce qu'en fait les chiffres ne disent pas grand-chose sur l'augmentation de la violence. C'est surtout l'intensité qui est intéressante. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est qu'on a des faits de plus en plus graves commis par des gens de plus en plus jeunes et souvent avec des actes quasi de barbarie et surtout une absence totale d'empathie. Donc ça c'est assez marquant parce que c'est vrai que sur l'augmentation des violences, on voit aussi un changement majeur, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont incarcérés, non pas pour des atteintes aux biens, mais pour des atteintes aux personnes. Donc on voit très bien que là, on est sur un changement sur la nature de la violence et sur la nature de la délinquance qui doit interroger de toute façon notre société dans sa globalité. Et j'allais dire, dans ce cas-là de plus sacré, si je puis dire, quand vous avez dit manque d'empathie, le pédopsychiatre Maurice Berger, à propos de ces très jeunes capables d'ultra-violence, voire de barbarie, vous l'avez dit, décrit une atrophie, presque une absence totale d'empathie. C'est comme si l'autre n'était plus humain. Est-ce que vous diriez cela aussi, Béatrice Brugère ? Alors c'est intéressant parce que lui, il a l'approche d'un médecin et il décrit très bien comment justement le cerveau fonctionne et comment on peut justement, atrophier une partie de son cerveau parce que c'est le rapport déjà à la compréhension, à l'éducation, mais c'est aussi le rapport à la langue. C'est-à-dire quand on ne maîtrise pas la parole, il reste les coups. Quand on ne sait pas parler, il reste la violence. Et donc on voit très bien qu'un enfant qui n'a pas eu un développement non plus, ou en tout cas qui était lui-même aussi victime de violence, ou qui n'a pas eu un développement neurobiologique dans un environnement affectif, on crée déjà, d'une certaine façon, les conditions d'une violence. Je ne dis pas que tout le monde est conditionné pour être violent, mais en tout cas, on ne l'aide pas à pouvoir développer ce qu'on appelle la parole, qui justement stoppe la violence. Absence totale d'empathie, ça veut dire déchaînement parfois de barbarie. Mais alors dans de telles conditions, je ne vais pas être caricaturale, il y a sans doute beaucoup de solutions qui seront apportées ou de premières pistes du gouvernement, mais une circulaire qui prévoit des mesures d'intérêt éducatif pour des mineurs de 13 à 16 ans, sur le modèle un petit peu des travaux d'intérêt général pour les majeurs, telle qu'elle a été annoncée par le garde des Sceaux hier, dit-il, pour endiguer la violence. Est-ce que ça vous paraît être un bouclier aujourd'hui face à ce que vous venez de décrire ? Non, c'est pas du tout un bouclier, mais on voit très bien qu'on est dans l'urgence de trouver des solutions et de faire des annonces. Ce qui est important aujourd'hui, et le Sénat d'ailleurs l'a dit, mais il n'y a pas que le Sénat, c'est qu'il faut réinvestir intellectuellement ce champ-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de sortir des recettes ou d'avoir des idées simplistes ou réductionnistes sur les causes de la violence. Elles sont complexes, elles sont multiples et elles sont toujours celles d'un parcours individuel. Mais ça ne nous autorise pas à ne pas travailler non plus sur ce que la société produit, sur le délitement sociétal, sur ce qui est une cellule familiale, comment aider une cellule familiale, sur la place de l'éducation, sur la place des réseaux, sur la place de la pornographie, etc., etc. Mais le ministère de la Justice, et c'est pas du fait de ce ministre-là, depuis des années, n'a pas investi le champ intellectuel pour comprendre ce qui se passe. Donc, conclusion, n'a pas investi quand même. Non, alors non, que c'est ce que dit le Sénat. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on a le fameux rapport qui est extrêmement détaillé. Extrêmement, qui est un rapport d'octobre 2021 sur la prévention de la délinquance. Ils disent non seulement les chiffres, les statistiques ne sont pas fiables, c'est une photographie partielle, voire partiale. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que ceux qui s'appuient sur les chiffres pour dire non, regardez, ça n'augmente pas, ou oui, ça augmente. En fait, ces chiffres ne sont pas fiables. Ce sont de vagues indicateurs. Ils sont pas complets, donc ça ne suffit pas. Et en plus, intellectuellement, on ne fait pas d'évaluation des politiques publiques. On légifère à l'aveugle. On vient encore de réformer, il y a à peine 2 ans, le code de justice des mineurs. Et en 2 temps. Et en plus, on n'arrête pas de le réformer. Donc on légifère à l'aveugle. Il n'y a pas d'analyse criminelle.
C'est important ce que vous dites, parce que pour répondre à un problème, si on n'a pas la bonne base, si on n'a pas le bon diagnostic, c'est un sujet quand même. Nous, on a tiré la sonnette d'alarme. Le problème de la justice des mineurs, particulièrement de la justice des mineurs, c'est qu'on est sur des totems et des tabous en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des idées toutes faites, il y a des espèces de tabous, de déni, et on a l'impression qu'il faut toujours faire la même chose. Or, faire toujours la même chose produit ce que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire une délinquance des mineurs qui est de plus en plus violente, qu'on n'arrive pas à stopper, des juges des enfants qui sont débordés, et en plus, on a légiféré, en tout cas c'est ce que nous pensons dans notre syndicat, à contre-temps et à contre-sens. Avec la fameuse justice à 2 temps, c'est bien ça. C'est ce que dit d'ailleurs notre consultant et ancien magistrat Georges Fenech. Il parle quand même d'une justice là contre-productive. Oui, parce qu'en fait, la construction d'un mineur a quelque chose encore plus d'important dans la construction de l'interdit, c'est qu'il faut, et c'est ce que dit encore le pédopsychiatre Maurice Berger, qu'il rencontre la réalité de la sanction. Les paroles n'ont aucune importance. On est par exemple sur aussi un présupposé que la première fois c'est gratuit. Vous savez ce qu'on appelle une forme de sursis, qu'il faut une progressivité. Il dit non, c'est faux. Si les faits sont très graves, au contraire, le mineur a besoin de ce qu'il appelle la butée. La butée, c'est la rencontre physique avec une vraie sanction. Donc c'est pour ça que nous on dit que toutes les mesures qui ont été prises sont contre-productives, parce qu'on a coupé en deux. En fait, c'est quoi la césure? C'est qu'on a fait 2 audiences au lieu d'une audience. Donc on dit plus vite, vous êtes coupable, mais on attend plus longtemps la sanction. Et donc ça ne va pas, parce qu'un mineur, 1 an, déjà 1 an, c'est passé depuis très longtemps, il ne comprend pas, et on confond le temps judiciaire et le temps éducatif. Béatrice Brugère, vous avez parlé de totem et de tabou, aussi une forme de déni. Parlons-en. Qui sont ces mineurs et comment expliquer ces nouvelles formes de violence? Y a-t-il aussi un aspect culturel qui est mis de côté quand on sait par exemple que cette famille afghane, dont le fils est donc suspect dans le meurtre de Matisse, est décrite à notre micro et par l'entourage, par le quartier comme étant extrêmement violente aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi une forme de déni à ne pas tenir compte d'un aspect culturel contre lequel il faudrait d'ailleurs lutter par l'intégration, l'assimilation? On ne peut pas lutter contre des choses qu'on ne comprend pas ou que l'on ignore. Encore aujourd'hui, on ne le comprend pas? Mais on l'ignore, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études, il n'y a rien, on ne fait pas ça. Le seul qui a à peu près, en tout cas, mis le point sur ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire des pratiques, des rapports à la violence qui sont différents, homme-égalité, égalité homme-femme, exactement, ou des familles monoparentales où il n'y a pas de figure paternelle, ou des exportations de violence dans la manière de sanctionner, ou des expositions à la violence, etc., ou tout simplement une déstructuration de certaines familles, tout ça est totalement dans le déni. Et si on n'est pas prêt à regarder les choses comme elles sont, à ce moment-là, on ne pourra pas y répondre. Bien évidemment qu'il y a des spécificités qui sont très intéressantes. Encore une fois, Maurice Berger le raconte dans son livre sur justement la violence des mineurs, sur cette extrême violence qu'il faut comprendre. Et si on ne la comprend pas, on ne pourra pas la combattre. Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas une question politique, mais c'est plus que de la politique, c'est très important. Il en va quand même presque d'une non-assistance à mineurs en danger. Quand le Premier ministre dit il faut s'attaquer aux racines de cette violence, mais alors si on la connaît pas? Oui, et quand vous parlez de non-assistance à mineurs en danger, c'est très intéressant parce que on ne peut pas non plus comprendre la violence du mineur délinquant sans mettre en parallèle l'affaissement aujourd'hui de la protection des mineurs sur les mineurs en danger. C'est-à-dire que une des causes majeures de la violence des mineurs, c'est des mineurs qui sont maltraités. Alors la maltraitance peut être extrêmement large. Et là, vous savez qu'aujourd'hui, les juges des enfants n'ont plus les moyens, les départements n'ont plus les moyens pour faire tous ces placements. C'est un sujet extrêmement important. Donc là, on a des dysfonctionnements systémiques qui sont majeurs. On a un deuxième problème qui est la déscolarisation. Et là, ça interroge quand même ce que notre éducation nationale est capable de faire ou de ne plus faire. On a le problème de la prévention des addictions avec un taux de consommation de cannabis qui est extrêmement important, qui à la fois joue sur la santé mentale, sur la déscolarisation, sur le trafic de stupéfiants et sur la violence. Il y a à chaque fois que des questions de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un prisme idéologique parfois à se dire c'est un mineur, pas de passage évidemment par la case prison, pas de comparution immédiate. Est-ce qu'il faudrait changer totalement ce logiciel? Oui, mais complètement. Par exemple, on a des totems. Il ne faut jamais quasiment pas incarcérer un mineur.
Pourquoi on est contre les ultra courtes peines? Je pense que, au contraire, il faut tout de suite stopper les parcours de délinquance. On est en train d'opposer l'éducatif et le répressif sur une espèce de partition complètement sotte, idéologique. Si vous êtes contre si vous êtes répressif, ça veut dire que vous êtes autoritaire. Si vous êtes gentil, vous êtes que sur l'éducatif. On a un problème aussi parce qu'on a un trou noir sur les mineurs de moins de 13 ans. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la délinquance est de plus en plus jeune. Or, un mineur qui a moins de 13 ans ne peut absolument pas être sanctionné, etc., etc. On a désarmé aussi la capacité des parents à sanctionner. On a désarmé la capacité des professeurs à faire régner l'ordre. Regardez sur l'espace... Désarmé, c'est un désarmement que vous décrivez, parce qu'il est vrai s'il n'y a aucun territoire qui n'est plus épargné ou sanctuarisé, l'école ne l'est plus du tout. Non. Et malheureusement, quand on dit école sanctuaire, ça c'est du passé. Et oui, et regardez par exemple, même sur la voie publique, la difficulté des policiers à faire régner l'ordre public. Regardez la problématique des bailleurs sociaux, à faire régner... C'est le vaste sujet de l'autorité. L'autorité qui est la question scandée. Mais alors comment on la décrète? Ça, c'est autre chose. Alors l'autorité, c'est pas l'autoritarisme déjà. L'autorité, c'est l'exemplarité, c'est la légitimité de votre action et c'est l'efficacité. C'est-à-dire que ce n'est pas que la parole. Or aujourd'hui, le discrédit de la parole publique est la crise de l'autorité. Parce que à force de dire il faut faire et ne pas donner les moyens ou les outils pertinents pour agir, et c'est pas que des moyens financiers, c'est des moyens intellectuels, c'est les moyens, c'est la capacité de sanctionner, etc., etc. Les lois sont, je veux dire, notre code pénal est plutôt, et même il est bien fait. Béatrice Brugère, j'en reviens par exemple à l'affaire Mathis. Comment veut-on que les Français comprennent, et je fais référence d'ailleurs au titre de votre livre, La colère montre, que ce mineur d'origine afghane qui est connu des services de police pour des faits de vol aggravés n'ait pas été davantage sanctionné et pas passé par même une case prison? Eh bien voilà, quand je dis qu'on a réformé à contre-temps et à contre-sens, il est étonnant que sous le même, j'allais dire, la même présidence, c'est-à-dire Emmanuel Macron, on vient de voter un code qui empêche de plus en plus de mettre en détention, qui retarde en vrai l'application de la sanction, pas de la culpabilité, mais de la sanction, et qui a supprimé la possibilité de faire des audiences rapides. Et alors vous nous décrivez des pompiers pyromanes. Exactement. Et là, vous avez un Premier ministre, et il a raison de le dire, qui reprend ce que nous, on avait déjà proposé au moment du vote de la loi, à savoir regarder de près l'excuse de minorité pour les 16-18 ans, faire des comparaisons immédiates si nécessaire pour des faits extrêmement graves pour les 16-18 ans. Or, on vient de voter exactement l'inverse. Donc c'est vrai qu'il y a une incohérence, mais c'est une incohérence qui n'est pas propre à la justice des mineurs, qui est propre à la justice tout court. D'accord, mais avec une urgence quand même, là, avec cet enchaînement qui laisse... C'est ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. En fait, il faut revoir tout le logiciel de l'exécution des peines. Et c'est pas simplement pour les mineurs, c'est pour toutes les peines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on punit trop tard et parfois trop longtemps. Et on a un problème de saturation, vous le savez, dans tous les lieux où on pourrait contenir, que ce soit la prison, mais c'est pas que la prison, c'est aussi les internats, c'est les centres fermés, il n'y a pas de place, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait de la régulation et on ne fait plus de l'exécution des peines. J'ai une question qui peut paraître philosophique, mais qui est très concrète. Est-ce que tout le monde est vraiment réinsérable? Je veux dire que lorsque vous vous acharnez sur Philippe à Grande-Synthe, quand vous êtes à 2 ou à 3, vous vous acharnez sur une personne, et pardon de donner les détails, mais cet homme a été défiguré à coups de batte de baseball. Je veux dire, quel adulte serez-vous et quel parent serez-vous plus tard dans cette même société? Votre question elle est pertinente parce que c'est la question de la réversibilité. C'est-à-dire que quand vous attendez trop longtemps, parfois il est trop tard pour faire. Et c'est pour tous les sujets, c'est pas que pour la délinquance. Mais la délinquance, c'est là où je dis qu'il faut changer totalement de logiciel. Sinon, il faut au contraire agir très vite, y compris pour les mineurs. Sinon, on n'a plus de prise, mais on n'a plus de prise. C'est-à-dire que les parcours de délinquance, que vous venez de dire, où les gens sont déjà sans empathie, ancrés dans un parcours de délinquance, les mesures de réinsertion sont quasi impossibles. C'est exactement la même chose pour le terrorisme. Si vous êtes extrêmement endoctriné, c'est très compliqué de vous faire sortir d'un endoctrinement. Donc la prévention, c'est la bonne sanction dès le départ, au bon moment. C'est pas nécessairement quelque chose de violent, c'est quelque chose qui arrive vite, bien, proportionnel et surtout certain. C'est surtout la certitude. Pour conclure, Béatrice Brugère, qu'est-ce qui manque
pour appliquer ce que vous dites et qui, je le précise, est demandé par vraiment une majorité écrasante de Français. Et je le dis, quelle que soit leur conviction politique aux Français. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Du courage? Oui, peut-être qu'il manque du courage, une vision aussi, c'est-à-dire arrêter de penser avec l'événement, avoir une vision stratégique à long cours, investir le champ intellectuel pour ne pas légiférer à l'aveugle et sous l'émotion. Et surtout, ce qui manque, c'est de faire des évaluations des politiques publiques. C'est-à-dire que la loi, sans derrière des moyens et une évaluation de sa pertinence et de son efficacité, ne sert à rien. Évaluation et courage. Merci beaucoup Béatrice Brugère. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, La colère monte, aux éditions de l'Observatoire. Je vous remercie, c'était votre grande interview. Merci beaucoup de votre invitation.